bienvenue et puis réjouissons-nous car dans quelques instants, notre auteur fétiche, Anna Sam, nous reviendra comme invité d'honneur avec un second livre et une BD, toujours sur les supermarchés. Voici vos grosses têtes. Chaque année, il donne des galas dans toutes les villes où sont nés ses enfants naturels. Jacques Maillot. Bonjour. Son petit commerce de vannes sur mesure commence à refuser des clients. Bernard Mabille. Bonjour. Aux vieilles gouvernantes, ce célibataire sans enfants préfère les jeunes filles au père. Philippe Chevalier. Bonjour. Après avoir longtemps rôti le balai, elle brûle aujourd'hui les planches. Amanda Lear. Quand un garçon lui plaît, son gosier émet un contre-rut. Marianne James. Alors dites donc, les européennes, c'est plus gai quand la presse satirique s'en occupe. Ah oui, là, ça a quand même plus de gueule. C'est plus rigolo. Oh, il y a une couverture de Charlie Hebdo qui me ravit. En plus, non seulement c'est drôle, mais ça fait parfaitement la synthèse du scrutin. D'abord, le titre, Cohn-Bendit a niqué Bayrou. Oui. Et alors, Cohn-Bendit a sur ses genoux un Bayrou qui est en petit garçon avec des culottes courtes. Vous voyez l'allusion. Il se réveille, Charlie Hebdo, quand même. Là, depuis 2-3 numéros, ça redevient du Charlie Hebdo. En revanche, le canard enchaîné s'endort un peu. Ah bon? Mais pourquoi il s'endort, ce canard? Pourtant, il est toujours vivant. Mais... Alors, naturellement, le PS traité à la mode des uns et des autres. On a retrouvé la boîte noire du crash du PS. Alors, on voit une boîte qu'on est en train de sortir de la mer. Et qu'est-ce qui dépasse de la boîte? C'est la tête de Martine Aubry. C'est Martine Audébry. Et puis alors, on voit Ségolène Royal qui va dans un magasin avec des articles funéraires. Elle dit je voudrais une couronne, c'est pour une amie. Oh les gars, les gars. Ah oui. Et puis alors la visite d'Obama. La visite d'Obama, c'est pas mal. Il était là. Il est beau. Un joli dessin. Vous le trouvez beau? Oh, je le trouve beau. Alors, retiens-toi. Il est beau. Comment ça? Retiens-toi, ma chérie. Il est beau. Il est. Alors, cette peau caramel, chocolat, ce sourire qui n'en finit pas. Est-ce que ça vous intéresserait une place de stagiaire à la Maison Blanche? Eh bien, écoutez, oui. Elle passera jamais sous le bureau. Dis donc, chérie, non, je rêve. Dis donc, le bureau ovale, c'est autre chose que ton petit bureau, là, qui te maintient les roubignoles. Mais moi, c'est le bureau aval, moi. Pour commémorer un anniversaire auquel personne n'a pensé, parce qu'on a évoqué le débarquement, on a évoqué un tas de choses, mais pas celui-là. Charlie dit, il y a 65 ans, les Américains nous faisaient découvrir le chewing-gum. Et on voit Obama qui foule le pavé parisien, et naturellement, ses bottines collent à la chaussée, parce qu'il y a plein de chewing-gum en dessous. Accusé d'avoir pris de la cocaïne, Richard Gasquet saisit la justice. J'ai été trompé par mon entourage. Je croyais que je faisais du ski dans la poudreuse. Ah, c'est joli, ça. Vous savez que dans quelques jours, on décernera le Grand Prix pour la 7e fois de l'humour politique. Oui, absolument. Vous avez vu C'est qui dans le trio, alors? Bien placé, hein. Il y a Martine Jean-Christophe Cambadélis. C'est qui, ça? C'est un gars du PS. Un gars du PS. Un mort de rire. Très, très bel homme. Hein. Oui, beau garçon. beau Il garçon. te plairait. Avec les cheveux un peu gominés. Il a les cheveux en arrière. Danseur de tango Il a les argent. cheveux en arrière, c'est ça. Il a les cheveux en arrière et la bite en avant. Voilà. Dis donc, tu le connais bien? Oui. Tu le connais vraiment bien? Non, c'est une expression toute faite. Ah d'accord. Alors par exemple, Babi qui a pas de cheveux, il a pas de... Oh, dis, ça va. Un peu Jean Gabin, mais Ça sans... c'est pour le bureau ovale. Aval, chérie. C'est un peu Jean Gabin sans la classe, quoi. Oui, non, mais il inspire confiance. Parce Oui. Et alors, il a dit, si Ségolène Royal s'excuse chaque fois que Sarkozy fait une boulette, elle va passer sa vie à genoux. C'était assez drôle. Hein.
Et puis alors, il y a Martine Aubry. Martine Aubry, oui. Ah oui. Martine Aubry qui a dit Ségolène Royal aura la place qu'elle souhaite dans le PS, même si la plupart sont déjà occupés. Excellent. Mais est-ce que c'est fait volontairement, ça? Oh là là. Non. Oui. Mais non. Vous pensez qu'elle a dérapé un peu? Oui. Ouais. Elle dérape pas, Martine, elle a les pneus larges. Hein. Non, elle a minci, elle a beaucoup moins. Non, elle est pimpante en ce moment. Il y a Giscard aussi. C'est peut-être un peu fort. Giscard qui avait pris position, puisque c'est sa terre Il y a longtemps que ça natale m'est et pas arrivé d'élection. de prendre position sur un ébol. Ça doit remonter à 1963. Il avait pris position sur cette proposition un peu inattendue de rattachement de la région Auvergne. Attachement à quoi? Rattaché à quoi? À la Corse? Non, à Rhône-Alpes. À Rhône-Alpes. Oui, il faisait une grande super région. Ouais. Il a dit, je doute que le comité Balladur réussisse là où Jules César a échoué. Ah, C'est pas mal. C'est hein. joli, c'est Pas joli. mal. Puis ça prouve la culture. hein. Oui, d'abord. Mais non, César, Vercingétorix, César. Clermont-Ferrand. C'est pas Jules César. Mais je sais, mais il a jamais été en Corse. Celui qui est mort en alignant la Gaule. Mais on parle pas Qu'est-ce que de la la Corse, on Corse parle de vient faire l'Auvergne. On parle de l'Auvergne. Mais je sais pas pourquoi ils font pas deux France avec le Nord et le Sud. Bah, évidemment. César qui a été un des premiers commentateurs, hein, puisqu'il oui. nous a laissé des commentaires. De la guerre de la Gaule. Oui. Alors, Il était d'ailleurs à la naissance de la fille de Rachida Dati. Ils ont fait une césarienne, il paraît. Alors, il y a Christine Lagarde, là, qui a dit aussi, parce que tout le monde avait annoncé qu'elle allait être commissaire européen. Et elle a dit, et pourquoi pas entraîneur du PSG. Elle n'a pas dit entraîneuse, hein, Ah oui, c'était... Oui. parce qu'elle n'a pas le physique. Hein. Ouais. Et puis, une conseillère régionale, adjointe au maire de Lyon, qui a dit, il ne faut pas que le PS se fasse électrocuter par ses courants. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, ça Et il n'y a pas pas mal. notre fameux, toutes les années, le maire de Issy-les-Moulineaux? Non, il est hors Non, concours. il est hors concours. Et pourquoi? Mais parce que c'est un professionnel. Voilà. Non, Oui. c'est pas un professionnel. Oui. Quasiment. Il a un palmarès trop riche. Non, Ah oui, mais il est excellent. Faut laisser la chance aux jeunes, Martine Aubry. Mais, Le coup de sang. C'est Alors, aujourd'hui celui de Philippe Chevalier. Ça y est, les amis, les Français ont retrouvé le moral. Pourquoi? C'est la fin de la crise? Mais non, voyons, mieux que ça. Depuis quelques semaines, ça sent l'été, il fait beau. Et quand la température monte, le citadin a des envies bucoliques. Il faut qu'il respire, l'employé de bureau, qui change l'air du bocal. Fini la triste cantine et le plateau repas. On dégrafe la cravate, on achète un sandwich et on va salir son pantalon sur le premier carré de gazon venu du plus petit square parisien. Pareil pour la secrétaire, on sort la mini-jupe, on montre qu'il y a du monde au balcon et on s'allonge en minaudant pour se faire taquiner la couenne par le soleil de midi. c'est joli, c'est joli. La France qui travaille est enfin heureuse. Elle est à l'air libre, à poil et sur les pelouses. Entre midi et 2, maintenant, c'est comme un avant-goût de vacances. Les plus malins ont pensé à apporter la tenue idoine. Le costume 3 pièces est remplacé par le short et le jambon beurre côtoie le string entre 2 paires de tongs. Où ça? Mais en plein Paris, je vous dis. Les étudiants, les employés, les cadres, ils sont tous là pour le pique-nique de 13 heures. Vautrés et à l'aise comme s'ils avaient loué un matelas sur la plage du Martinez. Le problème, c'est que le soleil les a aveuglés et leur a bouché le nez pour pas qu'ils se rendent compte où ils mettent leur pinglot. Parce que le vert tapis moelleux tondu de frais par les gars de la mairie de Paris, il servait encore la veille jusqu'à 3 heures du matin aux habitants du quartier. Clochards en tout genre qui n'ont pas le tout à l'égout chez eux, les pauvres, et qui se laissent aller à de légitimes ablutions nocturnes du haut et du bas. Mes mères, amis des bêtes malgré un collet en fourrure, qui sortent leur animal de compagnie préféré, qui adore gambader sur la pelouse après le dîner. Et le bien nommé Chihuahua, il fait pas qu'il gambadait sur la pelouse. C'est un affectueux, il laisse des souvenirs. Mais demain est un autre jour et le travailleur de la ville, il n'est pas exigeant. À la moquette bleue du bureau, il préfère l'herbe qui est sous ses pieds, même si elle est d'un vert douteux. Le printemps à Paris, pour l'employé de bureau, c'est un avant-goût des vacances. Le moindre rayon de soleil doit servir à préparer la peau avant la ruée du 15 août à la Tranche-sur-Mer. Ils ont beau lire toute l'année dans les revues intellectuelles des articles sur les méfaits du soleil, non, rien n'y fait. Ils y ont droit à leur part de bonheur. Ce sont les mêmes qui, au restaurant, veulent à tout prix déjeuner en terrasse, en ouvrant la chemise pour entretenir le mélanome. La terrasse, faut voir ce que c'est. Un bout de trottoir où votre chaise est à moitié dans le caniveau, votre jambe coincée entre une plaque d'immatriculation et le balayeur qui passe,
et où le fumet prometteur de votre petit salé aux lentilles se perd dans les odeurs de pots d'échappement. On est mal installé, ça pue, mais ça fait rien, c'est là qu'il faut être. Sur la terrasse. Quand on bouffe dehors, ça prouve qu'on est jeune, dans le coup, et qu'on a été pistonné par le taulier. Cette course à l'espace vert et aux rayons de soleil prouve que nos contemporains ne cherchent ni le luxe ni le confort, puisqu'ils préfèrent les vapeurs d'essence ou les crottes de chien au moelleux d'un canapé d'intérieur. Mais prenant à contre-pied Alphonse Allais qui voulait mettre les villes à la campagne, et à l'instar de notre maire qui a mis la plage à Paris, ils ont une fâcheuse tendance à confondre l'habitat rural et l'habitat urbain. Merci Philippe Chevalier. Un très joli croquis. Hein. C'est très bien vu. Un peu cruel, mais... Ah non, c'est très bien vu, c'est tellement il n'y a vrai. rien acheté. Bravo. Et alors, il a un ton, Philippe, quand il dit ça, on dirait les actualités cinéma, de pâté cinéma des années 60. Ça nous rajeunit. Le chihuahua, qui est un affectif, laisse rajeunir. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Mais tu dis ça avec une certaine assurance. Ah oui, c'est Bravo, vrai. bravo. Mais je sais que... Bravo, Il est Philippe. très observateur. Ah, on s'étonne plus que toutes les filles lui tombent dans les bras. Ah bah oui. Toutes les filles, non, nous, hein, Et pas Amanda, tu as couché Bon, avec non, rien. Non, Mais je mais- couche pas sur le travail, moi. On tu sais. parle de filles. Non, mais la chemise On parle de filles, on parle pas de pouf. Oh là, je vais me lever, je vais t'en coller une. Là. Moi, je me sens bien aujourd'hui dans la lignée 2-3. Là. Vas-y, Mais vas-y. qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas fait zizi pampon ce matin? Qu'est-ce qui se passe? 3 fois hier soir. Avec toi? Comment t'es au Non, mais il courant? m'a téléphoné, il me téléphone Chaque entre fois qu'il chaque le fois. fait, tu téléphones. Et alors, il a repris un abonnement avec toi, non? Ouais, mon truc de SMS est saturé. Et saturé de depuis textos, ça y est, je l'ai fait. I did it. Un Vomi invité fan tutte. surprise qui n'est pas vraiment une surprise car nous le connaissons bien depuis longtemps. Il fut même pendant quelques mois des nôtres, Patrick Baudry. Bonjour Patrick Baudry. Bonjour Philippe. Alors, j'ai sous les yeux ce superbe album que vous consacrez à la Lune. Il est beau, hein? Ah, très beau. Oui. Avec des photos. Alors, on se demande d'ailleurs où vous les êtes-vous procurés? Alors, tout d'abord, c'est un livre qui a été édité aux éditions du Reader Digest, et c'est à eux que revient l'entier mérite de la publication de cet ouvrage qui est magnifique et qui est américain et qui est vraiment superbe. C'est le plus bel ouvrage sur la Lune que j'ai jamais vu, et quand ils m'ont demandé d'en écrire une préface, bon, j'étais vraiment extrêmement heureux. Alors, on se rend compte, en feuilletant le livre, d'abord que la Lune est une très ancienne obsession de l'homme. Ah, je sens que ça va déraper. Oui, Déjà chez les Grecs, Est-ce qu'on voit les cratères? Non, on peut remonter à la plus haute antiquité, et l'homme était déjà fasciné par l'astre des nuits. Il y a hein. la oui, fesse, c'est la vrai, fesse cachée de la nous Lune. a toujours fascinés, nous, comme nos lointains ancêtres, pour plusieurs raisons. Elle est belle, elle est mystérieuse, elle est changeante, Comme moi. elle nous rappelle beaucoup de nos compagnons et de nos compagnes. Ah bah oui. Donc la Lune est proche de nous, c'est une partie de notre Terre, et qui nous a toujours fait rêver. C'est vrai, qui a fait rêver les poètes, les écrivains. Alors, j'ai découvert dans le livre qu'il y avait des tremblements de lune. Hein. Oui, Ah il y a, oui, il je y a me des confirme. tremblements de C'est lune. de la cellulite, ça s'appelle. On appelle ça la culotte Il y a de eu un cheval. séisme, j'ai eu un séisme il y a même 3 jours. Laisse parler le monsieur. Pardon, mais enfin, vous savez où vous êtes tombé. Hein. Oui, absolument, non, mais je me fais plus... Tu je me ne fais plus trembler aucune la illusion. Lune. Mais la Lune, on dit souvent que c'est un astre mort. C'est Ah, un petit non. peu Pas vrai. tout. c'est pas vrai. C'est très vivant. Ça ne demande qu'à vivre. Non, mais c'est vrai qu'elle est, comme elle fait partie de notre système, un petit peu de notre planète, elle est soumise à l'influence de notre Terre, à l'influence du Soleil. Et elle subit toutes ces influences et nous en fait subir aussi. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait présent dans notre C'est-à-dire vie. qu'il y a une interaction de la Lune et de la Terre, parce que Oui. les marées, bon, c'est la Lune qui les conditionne, et les tremblements de Lune, c'est la Terre. Oui, c'est absolument. l'attraction. Et alors, la moitié de la planète vibre avec la Lune, puisque le cycle des femmes est calé sur celui de la Lune. 21 jours, D'où 21 jours. l'expression tu es mal luné. Exactement. Ah oui, Je suis mal luné, c'est exactement oui, ça. ça, C'est ça. dans une période où, bon, c'est un peu délicat, mais... Quand coup de tu lune es dans aussi, la ça. Lune, alors, ça veut Et dire les jours quoi? de pleine lune, on devient hystérique. Ah oui. Surtout toi. Ah ouais, voilà. Pleine lune, ça... Ah oui, les pleines lunes, ça a de l'effet sur toi. un D'où loup-garou. vient, monsieur... Monsieur Baudry, d'où vient l'expression « pan dans la lune »
Ne répondez pas, ne répondez pas. C'est de la provocation. C'est quand l'oiseau va dans la Lune, le banc. Non, mais je les écoute avec tellement de plaisir que je ne réponds plus. Combien y a-t-il eu de missions Apollo? Ah bah Polo, il est Alors, venu 2-3 les fois. missions Apollo ont été jusqu'à Apollo 17 et elles ont commencé en fait à Apollo 4. Moi j'ai connu la Et capsule. quelques-unes sont absentes. Mais ce qu'il faut savoir, Philippe, c'est que il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Donc il y a 6 missions Apollo. On pense surtout au premier, hein. Armstrong et Aldrin. Aldrin qui était des nôtres d'ailleurs il n'y a pas longtemps à Est-ce qu'il se Paris. dopait, Armstrong? Non, c'est pas le genre. Vous savez, Alors, les suivants, les suivants, ils ont marché sur la Lune aussi. Oui. Mais ça a fait moins de bruit, hein. Il y en a 10 autres qui ont marché sur la Lune. Donc 12 au total. Et ça fait moins de bruit, c'est vrai, comme quoi. Vous savez, Il y a des cirques aussi dans non, hein. Il y a beaucoup de cirques. Oui, bien sûr. Oui. beaucoup de cirques, c'est un peu comme Il y a- sur Terre. Il y a Popol aussi qui est allé au cirque. Oh non, non, pas ça, hein. Non. Tu vas aller au bain turc, toi. Alors, une photo qui montre à quel point la première expédition lunaire a eu un retentissement mondial et provoqué la fierté de tout un peuple, les Américains. Oui. C'est l'accueil fait au retour à Armstrong, à Aldrin et à Collins, hein, à Chicago. Oui, c'est vrai qu'à cette époque, soit au départ et encore plus, bien sûr, à leur retour, les astronautes ont été accueillis réellement. C'était un peu l'Obamania avant la lettre. On peut dire qu'il y avait un accueil de la population, du peuple, à Chicago, à New York, puis dans beaucoup d'autres villes américaines, qui a été vraiment immense. Comme Et des héros nationaux. Absolument, non, mais ça correspond vraiment. Vous savez, la Lune, comme vous le disiez, Philippe, c'est quand même l'astre qui nous a toujours fait rêver, qui nous fait toujours rêver. Et le fait que l'homme ait enfin posé le pied sur cet astre a été un événement considérable. Et c'est pour ça que ce livre, je reviens un petit peu dessus, parce que c'est pas un livre banal, parce qu'il ne se contente pas, comme je l'avais fait auparavant, de raconter l'histoire des 12 hommes qui ont marché sur la Lune, mais il raconte vraiment la Lune, dont les 12 hommes qui ont marché sur la Lune, et avec des documents, des images vraiment extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont laissé, ces hommes? Qu'est-ce qu'ils ont laissé sur la Lune? Ils ont laissé leur petite voiture, là? Ils ont laissé leur petite voiture, ils ont laissé leur drapeau en ce qui concerne la première mission, Apollo 11, mais ce qu'il faut Leur savoir, caddie de golf aussi? le drapeau a été pulvérisé au moment du départ du LEM, quand ils ont redécollé de la Lune, comme le drapeau était à proximité du LEM, hein, le site où ils sont posés, en redécollant, le drapeau a été pulvérisé. Donc ce drapeau n'existe plus sur la Lune. Ils ont mis des poubelles pour tous les déchets. La mairie de Paris passe les nettoyer, non? Oui, non, il n'y a pas eu de déchets sur la Lune, au contraire. On a ramené, les hommes qui ont marché ont ramené un certain nombre d'échantillons, plusieurs centaines de kilos, et ce sont ces échantillons lunaires qui ont permis de mieux comprendre notre Terre, la formation de notre Terre, et bien sûr de la Lune. Merci Patrick Baudry. Alors la Lune, du rêve à la conquête, c'est un joli cadeau à faire. Merci, bravo. Pas trop. Voilà, nous sommes 6 dans le module des grosses têtes, hein, et embarqués depuis 33 ans et pas encore arrivés à destination. Enfin, je l'espère. Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Amanda Lear. Présente. Et Marianne James. Présente. Et puis, cette invitée d'honneur que nous allons recevoir pour la 2e fois. Elle a troqué définitivement le code-barre des caissières contre le stylo de l'écrivain qui conseille la clientèle. Voici Anna Sam. Voilà, vous savez ce qui vous attend puisque vous êtes une récidiviste. C'est la garde à oui. Anna Sam, le succès de vos tribulations d'une caissière, tiré à 100 000 exemplaires et traduit dans 17 langues, excusez du peu, a-t-il changé votre existence et celle de votre mari? Mon mari, je l'ai gardé quand même, déjà. Oui, Je l'ai pas échangé. Lui, il vous a gardé, mais il avait intérêt à le faire aussi. Oui, hein. voilà, oui. Mais on a fait compte commun, donc on est un peu obligés. Vous, alors, bon, vous avez abandonné les grandes surfaces, c'est terminé. Bon. Pour le moment, oui. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas parce que j'ai quitté la grande distribution du côté caisse que j'ai pas envie d'y retourner d'un autre côté pour essayer de faire avancer les choses
de l'intérieur. C'est-à-dire en prenant la direction d'un magasin? Voilà, en devenant chef caissière. En étant extrêmement exécrable avec les caissières, c'est ça? En montant votre magasin, non? Non, mais plutôt en communication interne, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire pour essayer de faire avancer les conditions de travail. Oui, dans ce livre qui est un livre de conseils, mais d'ailleurs il s'intitule Conseils d'amis à la clientèle, ça indique que quand vous étiez caissière, vous n'étiez pas encore l'ami du consommateur? Non, sans doute que non, parce que... Vous n'aviez pas le temps. Non, et puis comme on pique les sous des gens... Oui, hein. Mais là, maintenant, c'est toute votre expérience que vous mettez à leur disposition. Votre mari, alors, est-ce que ça a changé sa vie? Ce qui a changé, c'est quelque chose d'important, c'est qu'il a pu quitter son boulot et faire une nouvelle formation. Qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Il faisait de la maintenance informatique et il en avait assez du virtuel. Il voulait quelque chose de beaucoup plus concret et il va devenir plombier chauffagiste. Ah oui. C'est génial. C'est une histoire de fillot. Il va pouvoir se rouler des joints. Non, mais c'est une très bonne idée. Il a tout à fait raison. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si vous lui demandiez un rendez-vous, Michel-Édouard Leclerc, votre ancien patron, vous recevrait enfin? J'aimerais bien. Oui. J'aimerais beaucoup le rencontrer, j'aimerais prendre le temps de pouvoir discuter avec lui et de vouloir lui montrer aussi que je voudrais travailler avec lui. Il doit être très ouvert à ce genre de communication, sûrement. Pourquoi vous lui avez pas rendu votre badge? Parce que c'est mon souvenir, ça. Ah, voilà. Un jour caissière, on reste toujours caissière et j'avais envie de le garder quand même, celui-là, parce que... Oui, non, pas scout toujours quand même, n'est-ce pas, Marianne? Mais non, mais c'est un métier qui demande tellement d'abnégation et tellement de don de soi pour les autres, que quand on le quitte pas vraiment. Quand on a travaillé chez Leclerc, on se réunit à Colleville-sur-Mer et tout. C'est comme caissière, c'est comme prêtre, hein. On est caissière pour l'éternité. Hein. Oui, sauf qu'on a le droit de fricoter un peu quand même. Alors, votre premier bouquin vient de faire l'objet d'une BD, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'elle est assez rigolote, hein, c'est bien raconté. Est-ce qu'on en tirera aussi un film, une pièce de théâtre? Écoutez, c'est en cours. Donc la pièce de théâtre est écrite, la première lecture a été faite, j'y ai assisté et j'ai adoré. Franchement, j'en ai pleuré des rires tellement... Vous allez jouer, non? Non, l'ex-caissière ne jouera pas. Faut pas pousser. Pensez-vous, comme Jean-Pierre Coff le dit dans une publicité, que dépenser, c'est dépasser? Si on pouvait dépenser un peu moins et se dépasser un peu plus, peut-être. On n'est peut-être pas repassé de la société de surconsommation à la société de consommation simple, hein? Je pense, oui. Ça se voit d'ailleurs quand on fait nos courses. Que valent en réalité les cartes de fidélité, les promotions, les concours, tous ces attrapes zozo? J'en pense toujours autant de bien. Je crois que c'est vraiment de l'attrape-nigo à un certain niveau, parce que quand on se laisse vite avoir en se disant oui, mais celui-là je vais l'acheter parce que je pourrais peut-être gagner un voyage autour du monde en 7 jours, 5 nuits, voyage non inclus. Mais sait-on jamais? Est-ce que le label de votre éditeur, Stock, vous rappelle des souvenirs de supermarché? Oui, je crains toujours la rupture de stock, en fait. Oui. Est-ce qu'on peut affirmer, dis-moi ce que contient ton caddie et je te dirai qui tu es? À 100%, oui. Oui. Ah oui, complètement. Parce que vous voyez tout de suite la catégorie sociale de la personne, vous voyez si elle vit seule, vous voyez s'il y a un rendez-vous galant derrière, vous voyez tout. Qu'est-ce qu'il y a pour un rendez-vous galant? Du champagne! Du champagne! Ah oui, je pensais pas à ça, mais oui, peut-être du champagne, mais il y a des fleurs aussi, mais il y a aussi des choses un peu plus techniques quand même. Parce que vous vendez des préservatifs. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça m'amène à la dernière question que j'aurais pas osé formuler, mais vous m'avez montré le chemin. Est-ce qu'il y a au rayon des sextoys des God bars? Non, Philippe. Non, arrêtez de vous gondoler. Une tête de gondole, regarde, tête de gondole. On vend pas de À votre avis, pourquoi est-ce que les caissières manipulent autant de code barre? Quand même, dans cette mise en image à l'aide d'une BD de votre premier bouquin, 2 séquences réservées aux objets qu'on cache un peu, hein? Oui. Oui. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que c'était le plus drôle, en fait, de voir les gens essayer de cacher, malgré eux, leurs produits un peu plus intimes. Ça, c'est drôle. C'est-à-dire qu'ils mettent ça sous des carottes, par exemple, là. Aller mettre un paquet de rouleaux de PQ sous une carotte, c'est pas évident quand même. Hein. Moi, je me rappelle au début, quand les supermarchés ont commencé à vendre les préservatifs, tout ça. Alors, les types, ils mettaient ça sous les paquets de gaufres, etc. Et alors, quand ça passait au code barre, quelquefois, ça marchait pas. Oui.
Et alors là, on voyait une caissière qui prenait la boîte de préservatifs et qui disait Josette, les préservatifs, c'est combien? Oui, c'est ça. Oui. Ça t'est arrivé, toi aussi. Ah oui, Les capotes du monsieur. Moi, j'ai eu le droit à faire des DVD qu'on vendait aussi dans le magasin. On avait quand même un téléphone, c'était un peu plus discret, mais vous imaginez quand vous devez dire le titre. Bah oui. Parce que vous vendiez des films porno dans les hypermarchés. Eh oui, ils sont souvent un peu cachés, mais il y en a de plus en plus. Le train sifflera 3 fois, c'est combien? Oui, il y a l'histoire du type, là, du père de famille qui achète comme ça des vidéos pour lui, et puis il est entouré par des enfants qui lui demandent si c'est Cendrillon qu'il y a sur la boîte. Celle-là, elle n'est pas rentrée tous les soirs à minuit. Hein. Elle est un peu gonflée au silicone, celle-là. Ouais. Comment faites-vous, vos courses personnelles? Ah bah comme tout le monde, avec un caddie, et je le pousse et je le remplis. Non, mais je veux dire, vous le remplissez, mais avec le souci de n'acheter que ce dont vous avez besoin. En général, oui. J'ai une liste de courses. De rationaliser votre parcours dans le méandre du magasin. Bah, j'essaye, parce que les courses, j'aime bien les faire, mais je ne voudrais pas y passer toute la journée non plus. Donc, Est-ce par hasard si les paquets de pâtes se trouvent toujours placés à côté des paquets de riz? Normal. Ce sont des féculents. Mais les féculents avec les féculents? Oui, ça arrive, mais de temps en temps, on en retrouve à l'autre bout du magasin et on se demande pourquoi. Et pourquoi est-ce que tout à coup, la sauce tomate, elle a disparu du côté des spaghettis et qu'elle se retrouve... Ah oui, c'est énervant quand on est habitué à un magasin et puis de temps en temps, il change. Mais c'est normal, c'est pour nous obliger à... technique de vente. Il y a une technique de déambulation du client, là. Ouh là 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 là. Oui. Avec les bonbons au niveau des enfants, au niveau des caisses. Vous savez que vous avez une belle tête de gondole, vous, Marie. Merci. C'est pas gentil, quand même. Est-ce que vous conseillez de faire ces achats à crédit? Non. Non. Non, mais je vous invite pour ça à découvrir un des chapitres du bouquin qui, justement, explique, on va dire de manière forcément décalée et un peu humour, tous les attrapes... Couillons. Non, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, merci. Fort. Très fort. Disons qui vont inciter les gens à consommer beaucoup plus et à s'endetter à des taux impressionnants. Oui. Et on a tendance à oublier très vite. C'est quand même une invitation permanente à aller au-delà de ses moyens. Hein. Ah bah complètement, oui. Ouais. C'est tellement facile d'acheter à crédit. Est-ce que la vie d'un consommateur n'est qu'une longue suite de chiffres? Des chiffres. Vous donnez des exemples. Hein. Bah, réfléchissez 2 minutes quand vous allez faire vos courses. À partir du moment où vous arrivez sur le parking, vous serez entouré de chiffres partout. Que ce soit le numéro de la place de parking, que ce soit le numéro de l'entrée, que ce soit la quantité d'articles que vous allez acheter, que vous retrouviez après sur le ticket de caisse, le nombre d'articles que vous avez acheté, les prix, les codes pour vos cartes de fidélité, votre carte bancaire, c'est impressionnant. On est envahi par tous ces chiffres. Moi, ça me fascine beaucoup parce qu'au final... C'est difficile à mémoriser d'ailleurs. Oui, hein, oui, après on dit que la ménagère de moins de 50 ans, elle n'est pas plus intelligente que la caissière, mais elle a du boulot aussi. Comment vous la voyez, la ménagère, la fameuse ménagère de moins de 50 ans, qui a aujourd'hui moins de 80 hein. Mais ce sont des personnes qui sont très actives, contrairement à ce qu'on peut imaginer un peu facilement. Et ça veut dire que ce sont des gens qui sont à l'affût de tout et qui vont essayer, encore plus aujourd'hui avec cette période de crise, qui vont essayer d'économiser sur tout et rien. Et ça se retrouve forcément dans nos caddies, ça se retrouve avec les fameuses promotions où on imagine faire plein d'économies. Mais surtout, il faut lire toutes les étiquettes. La ménagère, si elle veut commencer à prendre ses lunettes, d'abord parce que c'est écrit quand même très très petit. Si elle est intéressée par le prix, par le poids, parce que maintenant les marques mettent de moins en moins de produits, mais c'est le même prix, mais au lieu de mettre 100 grammes de produits, il n'y en a que 80 grammes. Après, il y a les calories, si elle est intéressée par son régime ou pas, si elle veut des OGM ou pas dedans, si elle est au courant, si ses gamins sont allergiques aux crevettes ou au soja, si on doit tout lire, mais vous arrivez le mardi. Il vaut mieux qu'elle se suicide tout de suite, hein, rassurez-vous. C'est un enfer. Tu es censé savoir ce que tu achètes. Une femme qui est allergique à la crevette. Ah bah oui, c'est vrai. Votre bouquin a été acheté en hypermarché, vous avez les chiffres par rapport à la librairie? D'après ce que j'ai pu voir, on est à peu près pour le premier livre en moitié de vente en hypermarché. Oui. Donc quoi, les clients et les caissières se sont beaucoup... l'hypermarché est devenu le premier libraire de France. Hein. Mais oui. Ça c'est bien. Oui, mais après la gare. D'ailleurs, même les gens qui vont vers les légumes, ils disent je voudrais quelques livres. Hein. Oui.
oui, bien sûr. Tous. Il est disquaire aussi, hein. Je pense que disquaire aussi. Hein. Et tous ces produits culturels, après, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que c'est bien parce que Alors, c'est des produits commerciaux, pas vraiment culturels. Disons que c'est des top 10 de vente de livres et top 10 de vente d'albums. Il n'y a pas... Dites donc, vous êtes une consommatrice très informée. Je fais mes courses. Moi, je suis obligée de cacher mon caddie. Autrement, j'ai les commentaires de toutes les idiots et les idiotes qui sont autour. Mais là, en ce moment, on le voit pas, mais t'es assise sur ton caddie. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Ça va être distribution de bas. Mais où est le jeton, c'est ça? Tu fais tes courses? Où est le jeton? Mais oui, je fais mes courses. Moi, c'est Jean-Pierre Coff qui fait mes courses. Alors, Jean-Pierre Coff, justement, il nous avait, bien avant vous, prodigué ses bons conseils en matière de consommation. Alors écoutez, moi je vais vous dire, je suis un peu scandalisé par tout ce qui se passe autour du pouvoir d'achat. On nous embête avec ça et je trouve sincèrement que les Français devraient faire attention. Parce qu'en fait, est-ce que vous savez que la part alimentaire que dépense chaque Français correspond à 8% du SMIC. Le reste, c'est dans des téléphones portables, c'est dans des télés. Moi, je dis aux Français qu'ils doivent recommencer à manger convenablement et arrêter d'acheter 1001 conneries qui ne servent strictement à rien. Ne regardez plus la télé. C'est scandaleux, parce que, en plus, ils se plaignent que la vie est chère, et en réalité, plus personne ne cuisine. On va acheter des plats cuisinés, des plats surgelés, on les passe dans le micro-ondes, et si vous faites attention à ce que peuvent coûter le prix, je donne un exemple, une carotte râpée, qu'on fait soi-même, et une carotte qu'on va acheter chez un commerçant, savez-vous la différence qu'il y a entre les deux prix? 663%. Alors râpez vos carottes et arrêtez de nous emmerder avec le pouvoir d'achat. Mes sœurs, vous aurez des carottes. Ah, râpées. Oh. Il fallait la faire, ah bah oui. Première citation envoyée par Madame Clément d'Amiens qui a dit « Ce que la vie m'a appris, c'est que ce soit à la banque, à la poste, au supermarché ou au péage, c'est toujours la file la plus courte qui avance le moins vite. » C'est vrai. Woody Allen. On a toujours cette impression-là. C'est impressionnant. Mais moi, Jean-Yann, quand je fais mes courses, c'est très désagréable. C'est Coluche, ça. Woody Allen. Jean-Yann. C'est un humoriste, quelqu'un qui fut longtemps des nôtres et qui est toujours bien vivant. Sim. Non. Bon. Et qui n'a pas arrêté son activité. D'humoriste, d'homme de scène. D'homme de scène. Et l'homme de scène doublé d'un humoriste. La preuve. Oui, c'est le... Gérard Jugnot. Jugnot, j'allais dire. Jean Amadou. Non. Balutin. Non, pas Balutin, non. Pas Balutin. Le scène humoriste. Philippe Chevalier. Un spécialiste des coups de gueule, Tony Truant. Jean-Pierre Coff. Mais il fait pas de scène. Patrick Sébastien. Non. Jean-Jacques Perroni. Non, un authentique comédien. Galabru. Galabru. Bonne réponse d'Amanda Lear. Galabru. C'est marrant. Alors, comment vous expliquez le fait que ça avance plus ou moins vite? Mais parce qu'il faut regarder un peu plus loin que le nombre de personnes qui encaissent. Il faut regarder aussi ce qu'ils y a dans leur panier. Ouais. Puis forcément, vous allez tomber sur la caisse où il y aura un article où le kick passera pas. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais... Les articles qui passent pas, vous voulez dire, c'est des choses qu'on va pas digérer une fois qu'on les mangera? Non, qu'est-ce que c'est? Faut les manger avant de passer en caisse. Non, mais surtout, on oublie complètement de se souvenir les fois où ça a passé tout seul d'un coup, sans problème, vous êtes passé très rapidement. On ne se souvient que des fois où ça a un peu pinaillé. Quand ça a été un peu plus dur. Quand ça passe mais ce qui est agaçant, c'est les caisses pour moins de 10 articles. Alors, il faut bien compter qu'on ait moins de 10 articles. Soi-disant, ça va plus vite, la caisse. C'est pas vrai. En tous les cas, au péage, il y a un truc. Vous voulez dire que vous fraudez? C'est se mettre dans la file des camions. Moi, je vais là-bas que pour la pâtée pour ma chatte. Ah oui. Pardon. Ta chatte a besoin de la pâtée ou du pâté? Pâté. Ah oui, un pâté de chat. Et ta chatte fait la queue? Non, mais je la elle va jamais à la plus courte, elle préfère la plus longue. Est-ce que vous osez dire à la caissière, c'est du mou pour ma chatte? Elle le voit. Mais t'achètes les trucs cuisinés, là, Pour les chats, bah oui, je vais pas leur faire la cuisine. Le rognon à la sauce machin, vous avez vu, il y a des plats. Ah, mais c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'au rayon animaux, maintenant, toutes les semaines, il y a des nouveaux produits. C'est des croquettes maintenant, non? Mais non, c'est du rognon cuisiné. La chatte adore le rognon. T'as déjà vu un chat chasser le rognon, toi? Alors qu'en fait, elle se régale dans la poubelle.
Mais alors toi, tu manges quoi, alors? Pourquoi tu vas faire la queue, alors? Parce que quand même, c'est agréable. faire plaisir. Mais alors, attends. La chatte, elle a droit à ses petites boîtes. Et toi, tu manges quoi, toi, alors? Tu fais tes courses où? Bah, des croquettes, elle. Comme tout le monde, je fais des courses. Elle a plus de rond pour manger autre chose. Mais non, mais c'est vrai, t'achètes rien pour toi. Ouais. Bah si, évidemment, mais je peux aller aussi chez le Tunisien du coin. Ah, t'aimes bien tu fais... Ah oui, tu vas chez le petit épicier arabe. Mais quand il faut acheter en gros plein de boîtes de chats, la litière des chats, tout ça, mais tu fais quand même pas pleurer ta chatte. Bon, vous la laissez tranquille, ma pauvre petite chérie. Non, parce que si tu l'envoies à la Comment elle s'appelle? Ça te regarde pas. Ah, c'est un joli nom. Ça te regarde pas, viens vite, viens voir. Ça te regarde pas, viens vite. Ça te regarde pas, que tu es mignonne, ça te regarde pas. On peut pas dire qu'elle a pas de nom parce que ce serait désobligeant. Mais tu arrives à parler à ta chatte? Mais j'en ai plusieurs, de toute façon. T'es simple, Ah oui, t'en as combien? Bah, il y en a une 5. pour l'Italie, une pour les week-ends, la semaine. Enfin, en ce moment 5, mais j'en ai eu jusqu'à 12 ou 13 ou 14. Mais j'adore les chats. Non, mais il y a des mâles aussi. Alors, parlons des produits de beauté. Des produits de beauté. Bon, ça, c'est un rayon de plus en plus important et couru. Hein. Oui, très demandé. Très demandé. J'en ai jamais vu, moi. Oh, ben si, t'as tout un rayon où il y a les rouges à lèvres. Bah, il veut dire qu'il n'en a jamais acheté, ça se voit. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. C'est ce que tu voulais dire, hein, Philippe. Heureusement que t'es là pour. Quand on voit la tête des acheteuses, on peut s'interroger sur l'efficacité du truc. Oui. Et puis il y a les remises. Les remises, c'est pas seulement là où on met les stocks, c'est aussi ce qu'on propose. Les rabais. Les ristournes. Voilà, les acheter un gratuit, les moins 20%, moins 50%. C'est vrai, ça, par exemple, quand on voit anniversaire, parce qu'ils ont le sens de la famille. Ils fêtent les anniversaires. Bizarrement, il y a plusieurs anniversaires par an dans le magasin. On se demande qui y fête, mais il faut qu'il y ait un anniversaire au moins 2 fois par an. Et alors, l'anniversaire, ça se traduit par une baisse des prix. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'on a monté les prix avant de les baisser? Alors, il faudrait demander ça à ceux qui bossent dans les rayons. Moi, j'ai tendance à penser oui. C'est comme la grande Lulu, on la monte avant de la baisser. Moi, ce qui me fascine à la caisse, c'est que les gens n'ont jamais de liquide. C'est fou. T'as des gens. Non, je te jure. Ils achètent un paquet de chips, les cartes de crédit. Oui, c'est vrai. Ils ont pas de monnaie. 1 € sur. Et va voir Strauss-Kahn, il est bourré de liquide. Tout par carte de crédit. Alors, ça peut perdre du temps, faut mettre les ça codes. c'est vrai. Oui, mais chercher sa monnaie, ça prend du temps aussi. Pourquoi c'est agréable de mettre sa carte dans la fente? Il pourrait quand même avoir 5 ou 6 € sur eux. Non, c'est vrai ce que tu dis. Qu'est-ce que vous pensez des produits bio? Ils coûtent plus cher que les autres? Oui, forcément. Oui, un peu. Oui. Ouais. Mais quand c'est vraiment bio, pourquoi pas? Mais faut-il en être sûr? C'est normal. Là, il y a bio et bio. Hein. Oui, mais il y a un commerce aussi du bio. C'est normal, et vous savez pourquoi? C'est normal que ça soit plus cher pour l'instant. Oui, c'est. Parce qu'ils sont moins nombreux. Quand un poulet grandit en 4 ou 5 semaines et qu'on vous le vend et qu'il est rempli de flotte, on vous le vend à X euros le kilo, et un autre poulet qui a grandi à sa vitesse en mangeant. Qui a couru dans les prés. Non, mais qui a couru dans les prés, simplement. Quand un poulet est rempli d'eau, c'est la police fluviale. Voilà, exactement. Voilà. C'est normal, c'est plus de temps, donc c'est plus de temps, forcément, ça a plus de goût. Pour les fruits, c'est pareil, ce n'est pas poussé, donc c'est normal. C'est normal que ça coûte plus cher. On aimerait être marié avec elle. Hein. Ah bah oui. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Quoi, tu serais heureux avec moi? Ouais. C'est moi qui pleurais tous les jours. Non, moi tu serais bien, te ferais tes courses, mon petit Bernard. Vous auriez un seul grand lit ou 2 grands lits séparés? Moi, je dirais 2 lits séparés à 2 étages différents. Non. Nous, on prendrait 3-4 IPN, déjà, on montrait une structure solide et on ferait un grand lit pour 2. C'est bien un grand lit pour 2, non? Alors, l'histoire des produits érotiques vendus dans ce type de magasin, c'est une vieille histoire. Moi, voilà, plusieurs années, j'avais déjà posé la question à Michel-Édouard Leclerc à propos d'une certaine littérature. Peut-être dans les kiosques à journaux, il doit y en avoir quelques-uns, bien préemballés. Comme c'est pas ma tasse de thé tous les matins, on doit bien en avoir. C'est mignon dans le genre faux cul. C'est très rare qu'on tourne le thé avec, de toute façon. C'est-à-dire que moi, les revues, je trouve ça assez frustrant. Donc, ce qui me gêne, c'est l'emballage que vous mettez autour, on peut pas feuilleter. Les biscuits sont emballés, on peut pas les manger non plus. Là, on prend ses précautions.
Non, il devrait y avoir un coin sex shop dans les supermarchés, c'est vrai. Mais il n'y a pas de coin sex shop. Il y a des revues, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sex toy. Les sex shops sont en disparition. Moi, j'étais très choquée rue de la Gaîté. L'autre soir, j'étais voir Laurent Terzieff au théâtre. Là, il n'y a plus de sex shop. Il passe rue de la Gaîté. Avant, il y en avait On passe dans un sex shop, Laurent Terzieff? Mais non, mais dans la rue de la Gaîté. Terzieff, rue de la Gaîté. Ils les ont enlevés, il y en a plus. Mais attendez, vous avez besoin d'un sex shop pour vous amuser pendant la représentation ou après? Mais non, et si on a besoin de s'acheter des petits gadgets, des petits trucs. Ah oui, pour offrir. Voilà, autant alors en mettre dans les supermarchés. Qu'est-ce que tu aimais acheter alors? Qu'est-ce que tu trouvais de bien au sex shop? Il y avait plein de trucs rigolos. C'est pour toi ou c'est pour ta chatte? De la lingerie. Il y y avait des idées, des suggestions qui étaient rigolotes. J'ai jamais osé rentrer dans un sex shop. Arrête, on était rue de la Gaîté, tu es passé ta vie. Je te crois pas, tu mens. Non, c'est pas possible. Il y a ton nez qui s'allonge et ça va pas que t'étais dans les cabines. Écoutez, moi j'ai eu longtemps en charge un vieux musical parisien qui s'appelait Bobino, rue de la Gaîté. À cette époque, il y avait 17 sex shops dans la rue. Et par la fenêtre de mon bureau, je voyais 2 entrées de sex shop. Et la mimique des gens en entrant, toujours de dos, également en sortant. Ils sortaient de dos, ou bien se mouchant frénétiquement au moment où ils étaient à l'air libre. Bah oui, ils avaient la goutte au nœud. Il y a 17 Et il y en a combien maintenant depuis que vous êtes partis? Je crois qu'il en reste 3-4, c'est tout. Et peu à peu, les vitrines sont devenues moins attractives. Ils ont nettoyé tout ça. Vous nous avez servi longtemps d'alibi, Philippe. On disait, je vais rue de la Gaîté. Ah bon, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? J'ai rendez-vous avec Philippe Bouvard. Alors qu'en réalité, on allait au sex shop. Il faut oser rentrer là-dedans. On avait d'ailleurs le premier produit d'appel, parce qu'il y a des produits d'appel comme dans les supermarchés. Qu'est-ce que c'est le produit d'appel? Le produit d'appel, c'est celui qui va vous donner envie de tout acheter derrière. Ça peut être quoi alors? En général, c'est ce que vous avez en tête de gondole. C'est on va dire des produits très colorés, qui vous donneront envie de manger, qui vous donneront envie de consommer, qui vous donneront envie de regarder la télé, qui vous donneront envie enfin d'avoir une télé écran plat, haute définition, avec super pas cher, mais vous avez oublié de lire les petites lignes en bas en voyant que c'est que le premier versement sur 10. C'est ça les produits d'appel. Mais il paraît que pour attirer le client, alors on a noté que les gens ils regardent tout de suite, ils tournent tout de suite à droite. Donc on met les produits qu'on veut vendre tout de suite à un certain on l'a vu aux dernières élections. Ils sont tournés à droite. Question de Mademoiselle Lanvie. Oui. Mais elle est plus à Béziers, alors ça fait rien. C'est décevant. Qui a dit il faut autant d'intelligence pour réussir en épicerie qu'en littérature? Monsieur Leclerc. Non, c'est un grand écrivain qui est mort au début du XXe siècle qui a dit ça. Philippe Édiard. Et qui portait un regard très, très lucide et souvent très cruel sur la société de son temps. Un Français? Un Français que nous aimons bien, c'est un de nos pères spirituels. Fédot. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Maillot, c'est Jules Renard. D'autres questions pour Anna Sam. Qui visez-vous avec le slogan « Super prix, le pays où les prix élevés sont toujours en vacances » Personne en particulier, mais c'est plutôt une critique de tous ces slogans qui font semblant de... Ça attire le monde. Oui, mais quand on veut nous faire croire monts et merveilles, alors que la réalité, elle est... Mais je croyais qu'on interdisait la publicité mensongère. Oui, bien sûr. Il y a un bureau de vérification, le bureau Veritas. Mais on a le droit de mettre les slogans qu'on veut, donc du coup, si la publicité donne les bons prix, on en dira ce qu'on en voudra quand même. À quoi sert de renifler l'odeur d'un blond qui sort du frigo? On se donne bonne conscience, peut-être. Mais autrement, on dit sans rien. Non, ça sert à rien. Mais c'est une habitude et c'est assez amusant. C'est dommage que les gens ne sortent pas du frigo. On pourrait les renifler avant de les consommer. D'ailleurs, surtout les melons, ça sert à rien de les renifler. Il faut leur tirer un peu sur la queue. Il faut les sous-peser, leur tirer sur la queue. Tu leur tires sur la queue, toi? Oui. Mais il y a des melons mâles et des melons femelles, je crois. C'est ça. Alors qu'une grande aréole, c'est une femelle, et une petite aréole, c'est un mâle. Une pastille, c'est le mâle. C'est le mâle, oui. Et les meilleurs sont les femelles ou les mâles? Alors les femelles quand elles sont fendues.
Ah bah, parce qu'elles sont pleines de sucre, voilà, lourdes, très lourdes, fendues, voilà. plein de sucre. Elles sont plus juteuses. Je suis désolée, c'est meilleur. Elle est souvent lourde, oui. Hein? Mais c'est ça une vraie femme, et non pas un saltos. Pourquoi faut-il se méfier des conserves en provenance du Chili, d'Argentine ou d'Asie du Sud-Est? Ah oui, la Chine. Sans méfier, enfin c'est un grand mot, mais disons qu'on n'a pas du tout les mêmes contrôles que ce soit en France, en Europe ou à l'autre bout du monde. Et quand on regarde un tout petit peu les conserves qu'on achète, on se rend compte que la plupart qui tombent dans notre caddie viennent de l'autre bout du monde. Elles sont beaucoup moins chères que ce qui est produit en France, mais au final, vous mangez très peu français. Même sur des marques françaises. C'est moins bien stérilisé. Il y a une chose à voir aussi, c'est que quand c'est marqué conditionné en France, vous savez rarement d'où ça vient. Oui, en général, c'est le plastique autour des boîtes. Oui, c'est conditionné en France, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit? C'est-à-dire fabriqué en France. Fabriqué en France. Conditionné. Je vous dis qu'il faut tout lire, il faut tout lire. Voilà un conseil précis, important. Conditionné, c'est l'emballage. Question de Madame Romer. Quelle catégorie de la population française fut autorisée à travailler en usine à partir de 1964? Les femmes. Les femmes. Les prêtres. Les prêtres, les prêtres ouvriers. Bonne réponse de l'abbé Chevalier. Question de Monsieur Vérin de Liège. Qu'est-ce qui est interdit à un restaurateur alors qu'un gérant de cafétéria y est autorisé? La salmonellose. Le sous-vide, Non. Le congelé. Premier métier, c'est quoi? Qu'est-ce qui est interdit? Restaurateur et Je vous aide, c'est au niveau de l'addition. Ah, c'est le service. Le service compris. La TV. Ah non, le couvert. Le couvert, c'est-à-dire le pain et le couvert peuvent être facturés dans, je parle sous votre contrôle, un ASAM, alors qu'un restaurateur doit le donner gratuitement. C'est-à-dire que vous pouvez boire un verre d'eau, manger un morceau de pain et partir sans payer. Bonne réponse d'Amanda. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, sur RTL. On va rejoindre notre auditeur à Regensburg, en Bavière. Bonjour Éric Leroy. Bonjour Monsieur Bouvard. Comment êtes-vous arrivé en Allemagne? C'est une histoire de femme. Souvent. Oui. Vous avez suivi une Allemande? Exactement, oui. Mais dans la rue d'abord, comment ça s'est passé? J'habitais un petit village du Poitou où il y avait à peu près 80 habitants et 400 chèvres et une jeune Allemande. Ce qui fait qu'on s'est rejoints et on est partis ensemble en Allemagne. Une Allemande. Pourquoi une Allemande alors qu'il y avait 400 chèvres? Oui. Le choix n'a pas été difficile. Et alors, ça a duré longtemps? 6 mois. 6 mois. Oui. C'est-à-dire que la dame est partie et vous êtes resté? Exactement. Bon. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous, les Allemandes? Rien. À part la direction assistée. Très bien ce sont généralement de jolies femmes, mais de bonnes femmes d'intérieur. Oui, tout à fait, très agréable. Mais elle n'a pas eu le temps d'être la mère de vos enfants? D'un seul. D'un seul. Oui. Vous avez marqué un but quand même. Ouais. Et quels sont, parce que je sais que vous en avez plusieurs, quels sont les métiers que vous exercez en Bavière? Eh bien, disons que j'essaye d'être artiste plasticien. Je fais de la sculpture sur métal. Et pour gagner ma vie, je fais de la traduction parce qu'il faut avouer que l'art ne paye pas actuellement. Pourquoi il n'y a pas de rond-point en Allemagne? Très peu. Parce que nous, en France, on a beaucoup de ronds-points. Alors, et on met des le département et les mairies se payent des œuvres de plus en plus rouillées. On ne sait jamais d'ailleurs si c'est le résultat d'un concours d'artistes ou un accident de voiture. Oui, c'est vrai. C'est un échafaudage. Il y a des trucs, c'est plus c'est moche, plus c'est rouillé. Alors vous êtes à Regensburg. Regensburg, c'est Ratisbonne en français. Ratisbonne, c'est la ville natale de notre ami Benoît. Disons qu'il est né pas très loin. Il y a habité longtemps, il y a enseigné. Il y a encore sa maison qui est un lieu de pèlerinage connu ici. Mais et sa femme est restée ou... oui, c'était Ratisbonne. C'était Ratisbonne du curé. Et on visite sa maison? Non, c'est privé. Son frère habite là. Oui. Le
frère, M. Ratzinger, se promène en ville, on le voit souvent ici. Hein. Voilà, alors je salue en vous un auditeur des grosses têtes vétéran, quand même, parce que... Et fidèle. Fidèle, hein. Depuis combien de temps? C'est pas comme votre femme. Depuis le début, je crois bien, hein, depuis la fin des années 70. Hein. Ah bah oui, attendez, on a commencé en 77. Hein. C'est cela, ouais. Wie viele Jahre? 50. 50. Ah, gut. Vous demandez combien il avait d'enfants? Tout de suite, good. Artung. Non, mais parlez-nous en allemand, c'est joli. Parlons en allemand. Pourquoi on ferait pas l'émission en allemand? Ah oui, c'est spécial. Also, kun, mit Philippe Puffarte. Eine kleine Puffarte. Le seul truc que je connaisse en allemand, c'est lèche-le. Oui. Mais non, stop. Halt. Ich in den Aulen lehnen. Ma pille. Das ist ein großer Skandal. Est-ce que le français est une première langue dans les établissements allemands? Je crois, oui. Franchement, je suis pas sûr. Hein. Je ne connais pas trop ce domaine. C'est l'anglais, je pense. Mais l'anglais d'abord, certainement. Voilà. Il faut saluer les Allemands qui parlent un anglais absolument parfait. C'est toujours très impressionnant. Ils ont un niveau. C'est ma sœur qui est première langue. Mais les Français sont très appréciés, en tout cas. Le français, ça permet quelquefois de trouver de l'occupation. Vous êtes un French. Bon, merci Éric Leroy. Merci bien. Merci aussi. Au revoir. Que pensez-vous, Anna Sam, d'une ouverture dominicale qui d'ailleurs ne vous concerne plus, hein? Ah oui, mais je suis contre. Je trouve que c'est un peu honteux ce qui est mis en avant là pour l'ouverture de dimanche, parce qu'on nous fait croire à tous les travailleurs que ne travailleront que ceux qui voudront, que ce sera que du volontariat. Voilà, comme dit Marianne. Je suis d'accord. C'est franchement qu'on sera payé double. Et moi, je rigole doucement parce que dans les magasins aujourd'hui, qui sont ouverts le dimanche matin, les employés doivent travailler, ils n'ont pas le choix. Ouais. Et ils ne sont pas payés double. Et à savoir aussi, quand on parle du volontariat, moi, je prends l'exemple que je connais, quand les magasins ont commencé à ouvrir les jours fériés, au début, on avait une liste où on notait si on voulait travailler ou pas. La liste a disparu au bout d'un an. Donc je dirais oui à l'ouverture des magasins le dimanche quand on arrêtera de nous mentir. Mais surtout quand déjà aujourd'hui, sans encore avoir ouvert les dimanches, on respecte, c'est-à-dire payer les heures sup et pas les remplacer par des RTT qui ne vous conviennent pas et qui vous viennent. Mais jusqu'à quand les employés, les ouvriers, jusqu'à quand vont-ils gober ça? Parce que tous les jours, on bafoue leurs droits et ça va continuer. Et moi, je suis contre l'ouverture des. Moi, j'ai un copain qui est curé, il travaille tous les dimanches, il n'est pas payé double. Et il travaille beaucoup le dimanche. Il travaille que le dimanche, il n'est pas payé double du tout. Le samedi soir aussi. Je lui ai dit, appelle Ratzinger, là, parce que... Tu n'ouvres pas le dimanche, Marianne? Ça dépend, mais moi je suis payé triple et quadruple, moi. Quand j'ouvre le dimanche, mes tarifs sont exceptionnels. Moi, je bosse Question de Monsieur Scran, puisque vous évoquez le marché du travail. Autrefois, en sidérurgie, que faisait-on quand un ouvrier tombait dans une cuve de métal en fusion? On le laissait. On coulait une plaque et ça faisait son tombeau. On le sculptait. Attendez, qu'est-ce qu'on faisait? On volait à son secours? Non, pas du tout. On a arrêté pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On continuait. On arrêtait le haut four. Non, on continuait le haut four. On attendait qu'il soit à cuisson. Non. Il est cuit tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire à 3000 degrés? Non. On prévenait sa veuve. Non. On faisait couler tout de suite le liquide chaud. On lui donnait un croix de fer. On lui donnait une médaille. Non. On le pensionnait. C'était une forme de solidarité, mais bon, qui peut choquer certains. Il y avait une minute de silence. Non. On en Alors le mec, il est tombé, donc il est mouru, on est d'accord. On donnait une heure de congé aux autres ouvriers pour qu'ils puissent... Il vient de tomber, mais il n'est pas encore mort, quoi. Ah bon? Il n'est pas mort. Mais on l'a sorti alors, s'il n'est pas mort. Non, on ne le sort pas. On le réenfonce dedans. On lui réenfonce dedans. On lui donne un grand coup sur la tête. Pour qu'il puisse courir plus vite. Voilà. Et que le travail soit pas interrompu trop longtemps. On l'achève. Voilà. Bonne réponse de Mabille. Ah non, là, franchement, l'ambiance, là, regardez la tête du public. Oui, mais c'est ça, le monde du travail, c'est cruel. Hein. Alors nous, si on tombe dedans, vous allez nous mettre un coup sur la tête? Avant. Non. Tu veux tomber dans quoi, toi? Mais je sais pas. Nous, on peut pas aller plus bas, de toute façon. Regardez, on le fait tous les jours. Regardez, quand Delarue a eu des ennuis, on lui a donné des grands coups sur la tête. Oui. Hein, vous croyez que c'est plus gentil, notre milieu, hein? Non, notre milieu exemple, si je vous le confirme, il n'est pas très gentil. On adore ça. C'est bon d'être méchant. Si vous dites, par exemple, mon grand-père a fini en tôle, ça veut dire qu'il est tombé dans la cuve et que... On en a fait de la tôle ondulée.
Il a été laminé, le mec. Question de Monsieur Lopez. Qu'appelle-t-on le caviar blanc? La houille? Non. Est-ce que ça se mange? Oui. Ah oui, le caviar. Alors des œufs de quoi? Alors, est-ce que ce sont des œufs? C'est un fromage? Non. C'est les fleurs du chou-fleur? Non. L'aubergine? Alors, c'est un produit typiquement de chez nous. Le sel? Dont une certaine région et même, je dirais, une certaine. Ah oui, je sais, c'est les pibales, c'est les trucs de. Non. La truffe? Le privilège, le monopole. La truffe blanche? Et qui ne, si vous voulez, qui ne se mange pas tout seul. Voilà. Un certain beurre? Le sel. Le sel. Le sel de Guérande. Le sel de Guérande, il l'a dit. Bonne réponse de Maillot. Le sel de Guérande. Excusez-moi, une fois de plus. Oui, mais parce que tu n'as pas assez de voix, Marianne. Ah oui, t'as pas la voix qui porte. Il faudrait que tu te mettes à chanter, ma petite Marianne, ça te développerait un petit peu les... Non, mais j'avais dit le sel, mais... Tu avais dit le sel. Et c'est le sel de Guérande. Et maintenant, Quel conseil pratique donnez-vous pour éviter d'acheter ce qui n'est pas nécessaire? Faites votre liste de courses déjà et l'oubliez pas sur la table de la cuisine quand vous partez. Oui. Ne faites pas vos courses en ayant la faim au ventre. Aussi, il ne faut pas avoir trop faim quand on fait les courses. On achète n'importe quoi. Non, c'est pour ça que moi je suis pour le liquide. Il faut avoir un minimum en poche. Et donc si on n'a pas assez d'argent, on n'achète pas n'importe quoi. J'ai vu la liste des courses de Lance Armstrong. Alors il y a Giro, Italie, amphétamine, Tour de France, Pau belge. C'est formidable la liste des courses de Lance Armstrong. Enfin, ceci dit, en ce moment, quand tu vois vraiment une petite mamie qui est avant toi, bon déjà elle va pas bien vite, et puis elle est là sur 1,35 € pour acheter un paquet de pâtes, et qu'elle finit dans sa main les dernières pièces, les toutes rouges là, et qu'elle va centime après centime d'euros pour arriver à 1,35 et qu'elle les a pas. Honnêtement, hein, tu vois cette dame qui est devant toi et qui ne peut pas aller jusqu'à son paquet de pâtes, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Si tu donnes des sous, tu la gênes et tout. Et combien de caissières laissent passer? Mais tu fais tes courses où ça? Combien laisse faire? Elle laisse faire. Bien évidemment que la dame repart avec son paquet de pâtes. Quand il reste que quelques centimes, on n'a pas le cœur de dire non. Mais c'est pas possible. Je vais faire ça maintenant, moi. Mais il faut bien se dire. Si vous faisiez vos courses, monsieur, vous le verriez. L'autre fois, il pouvait pas payer sa boîte de caviar, il lui manquait. Il lui manquait sa Ça fait pleurer. Mais vas-y, Maillot, fais ton con. Mais fais ton con. Tu fais tes courses, toi? Mais moi, j'ai vu l'autre jour Monsieur Dassault aller payer ses impôts. Il manquait 2 millions d'euros. Ils ont dit, allez, passez. Ah oui, il les avait donnés aux habitants de Créteil. C'est correct. Alors, dans ce cas-là, c'est débité sur votre compte. C'est pour ça qu'on le fait pour quelques centimes, mais on ne peut pas se permettre de le faire pour plusieurs euros. C'est impossible. Mais j'ai vu des fois des clients donner aux clients d'avant quelques euros pour compléter le compte. Il y a des solidarités, ça existe encore. Bah oui, heureusement. Jusqu'à 18h à Mandalière, Marianne James, Philippe Chevalier, Bernard Babi, Jacques Maillot, c'est les grosses têtes de Philippe Bouvard, avec l'invité d'honneur Anna Sam, auteur de Conseils d'amis à la cliente. Question de Monsieur Vérin. Qu'est-ce qui soulève chaque jour entre 700 kilos et 1 tonne? Pardon? Marianne James. C'est marrant que ce soit Monsieur Vérin qui pose la question. C'est la caissière de l'hypermarché. C'est la caissière d'hypermarché. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que 700 kilos à 1 tonne, c'est par heure et pas par jour. Par heure? Par heure. J'ai fait les calculs. Moi, derrière ma caisse. Vous n'avez pas discuté pour une fois que je trouve une réponse. Ça va. Non, mais c'est pas contre vous. C'est contre Monsieur Vérin qui a mal fait ses calculs. C'est par heure travaillé. 700 kilos, 1 tonne. Pas par heure. Ah si, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'y croyais pas. Un jour, je l'ai vu à la télé. J'ai vu, oui, la caissière soulève 1 tonne par heure. Je dis, c'est pas possible. Et j'ai fait mes calculs. J'étais derrière ma caisse et je comptais. Et j'étais, je pense, en dessous de la réalité. Combien de clients? Attends, juste ça. En 1 heure, combien de clients en moyenne? En moyenne, il faut compter 25-30 clients. Combien de courses par client? En moyenne 10-15 kilos? Mais c'est beaucoup déjà, non? 5 kilos? Mais ça va vite parce que quand tu prends un pack de flotte, quand tu dois le manipuler, parce qu'il y a beaucoup de magasins où on est obligé de les manipuler, tu comptes déjà 9 kilos. Alors quand on 10 kilos par personne, ça fait déjà 250 kilos pour des petites courses. 250 kilos heure. Alors ça peut pas faire en 4 heures, ça ferait 1 tonne. Donc il y a un problème quelque part. Moi qu'elle soulève la cliente avec. Regarde si c'est toi. De quoi? On arrive vite à 3 tonnes. Mais qu'est-ce que mais on n'a pas besoin de me saouler. Une caissière non voyante. En tout cas, c'est pas comme ça que tu vas la lever. Hein. Alors là, tu sais ton oiseau, tu peux le rentrer dans ta cage, il t'en a une. Alors là, t'auras rien, pas ça ce soir. Tu peux pleurer, crever, t'es une serpillière. Il est pas près d'avoir du mouron, son petit oiseau.
Tu n'auras rien, le mec. Et alors, qu'est-ce qu'il faut penser des robots de caisse? Évidemment, ça soulage. Oui, les caisses automatiques, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont très pessimistes et très négatives. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai été complètement contre tant que j'ai travaillé derrière ma caisse et que j'étais dans un magasin sans caisse automatique. Et j'ai fini par découvrir ce que c'était que la caisse automatique, d'abord en tant que cliente, mais aussi en travaillant avec une société qui fait ces caisses automatiques. Eh bien, tout n'est pas si noir. Moi, je ne parle pas du système qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas pour le client. Moi, je parle pour l'instant des caissières. Parce que la caissière, elle ne soulève plus toute la quantité d'articles. C'est moins stressant. À côté d'une caisse automatique, il y a une caissière? Non, il y a un robot au début. Il y en a, mais pas pour lui une expliquer. Caissière par caisse. Ah, au début. Donc, c'est destructeur d'emplois. Oui et non. Je ne peux pas voir dans 10 ans, je ne sais pas ce qui va se faire. Mais aujourd'hui, les 4 caisses automatiques qui sont installées dans un îlot remplacent 2 caisses traditionnelles. Et c'est rare que vous voyez toutes les caisses qui sont traditionnelles ouvertes en même temps, à part le samedi. Donc, destructeur d'emplois, pas vraiment. Chère madame, moi je vais dans un magasin, il y avait des caisses automatiques. Il y avait donc au départ des caissières pour vous expliquer. Et aujourd'hui, il y a des caméras de surveillance. Il n'y a plus de caissières. Donc, c'est destructeur d'emplois. Voilà. Ils surveillent par caméra pour voir si. Mais quand tu as 20 articles, il y en a toujours un où c'est mal étiqueté, où on ne voit pas le code barre, où le plastique est plié. Vous, comme vous êtes ravi qu'il y ait une caméra. Je me maquille pour faire mes courses, Philippe. Je passe enfin à la télé. Un jour ici, Anne Roumanoff s'était glissée dans la peau d'une caissière. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est regarder les petits couples d'amoureux que tu vois que c'est la première fois qu'ils font les courses ensemble. Tu les vois, ils irradient de bonheur à travers les rayons. Oh, regarde le fromage. Tu veux du camembert? Moi, j'aime mieux le gruyère. Et tu les revois les mêmes 6 mois plus tard. Oublie pas le PQ. Ça c'est vrai. Oh mince, elle a raison sur ce coup-là. Ouïe, ouïe, ouïe. Non, alors les études psychologiques dans la BD inspirée par le livre d'Anna Sam, ça n'en manque pas. Hein. On voit quand même, parce que les couples se livrent, il arrive même parfois qu'ils se disputent devant la caissière. Ah oui, sinon ce serait pas drôle, c'est un bon spectacle, ça. Vous imaginez bien, là dans ces cas-là, vous vous calez derrière votre chaise et vous comptez les points. Et alors ils se disputent pourquoi, alors, en général? Ça va être, oui, les gosses, mais ça va être beaucoup sur les courses, forcément, parce qu'ils sont là pour ça. Et t'as oublié tel article. La couleur oui, du mais non, tu l'avais pas noté sur la liste. Non, je l'ai pas eu celui-là. La couleur du papier toilette. Celui-là, je l'ai pas eu, mais ça doit bien être possible. Ou alors, il y en a aussi qui veulent absolument pas toucher les courses, c'est que c'est forcément le conjoint qui va tout faire. Ah bon? Ah oui. Oui, et ça se dispute parce que ça va passer vite. Tu veux dire qu'une femme arriverait à la caisse et alors c'est le mari qui doit absolument tout faire, elle fera rien, ou c'est plutôt le contraire? Non, les deux. J'ai les deux. J'ai vu les deux. J'ai vu les deux. J'ai vu aussi des couples vraiment s'engueuler au bord de la rupture parce qu'ils n'avaient pas passé un bon de réduction. C'est énorme. Alors là, la question. Moi, en l'occurrence, j'étais là. Non, mais c'est pas grave, donnez-moi votre bon de réduction, on va s'arranger parce que il faut essayer de tempérer un peu tout ça, mais c'est hallucinant. Alors dans la BD, on évoque ce qu'on appelle en termes d'exploitant la fameuse démarque inconnue, c'est-à-dire le vol, et toutes les façons qu'on a pu imaginer de sortir du magasin un objet qui généralement est coûteux dans un emballage qui l'est moins. Oui, il y en a beaucoup. Moi, dans la BD, effectivement, c'est tiré à son paroxysme, mais moi j'ai vu... Il y a un DVD dans un paquet de sucre, par exemple. Voilà, oui, mais c'est... un iPod dans une boîte d'allumettes. C'est une grosse boîte d'allumettes, quand même. Un téléphone dans un pot de cornichons. Ouais. Étanche, le téléphone. Ça peut être pratique, oui. Ah, ça doit le secouer le corps. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Moi, j'ai vu des gens qui changeaient les codes barres. Oui. Ça, c'est un grand classique. Mais quand vous passez une cafetière qui coûte dans les 70 €, et tiens, boîte de petits pois, 50 centimes, antique. Mais ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vraiment vu. Ou alors des gens qui essayent de déchirer la moitié du code barre, mais ça marche moins bien parce qu'on est obligé de faire vérifier le prix. Donc, évitez de déchirer le code barre. Est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent des pourboires, par exemple, qui disent, qui vous donnent de l'argent en plus? Ça arrive, mais on est obligé de refuser. Ouais. Parce que tout ce qui rentre dans la caisse va pour le magasin. Donc, je préfère que ça reste pour le client. Il n'y a pas d'intérêt, alors. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. De 16h à 18h. Sur RTL. Alors tout à l'heure, je vous soumettrai au traitement habituellement réservé à mes invités d'honneur, c'est-à-dire je vous demanderai quelle est votre honte. Mais la honte, j'ai découvert, et on va faire éclairer notre lanterne sur ce sujet, que ça se soignait. Bonjour Florence Simonet. Bonjour.
bonjour. Vous êtes thérapeute psycho-corporel, c'est bien, c'est bien. Ben, beau métier, vaste métier. Et vous organisez des stages à travers la France pour aider les gens à sortir de la honte. Vous avez été contacté par le PS, non? Pas encore. Non. D'abord, est-ce que la honte est assimilable à un sentiment que l'on peut traiter? Oui, tout à fait. En fait, c'est une émotion. C'est à la fois une émotion et un sentiment. Donc, comme toutes les émotions universelles, en fait, on peut la traiter, notamment en groupe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser d'une honte tenace? Moi, par exemple, j'ai honte de jamais avoir décroché le bac. La honte se soigne en fait en parlant. Le fait de la nommer, le fait de... Ah bah si c'est en parlant, alors il y a longtemps que je n'ai plus de honte. Hein. Là, vous êtes bien soigné, là. Peut-être qu'il reste encore quelque chose, alors... Oui. Il y a des exercices qui sont pas physiques, j'imagine. Hein. Si, il y a du travail corporel, en fait, où on travaille sur la décharge de colère. Sur la décharge de colère. Ah, de colère. Ah bon. Voilà. Par exemple, je peux avoir honte de ne pas avoir eu mon bac, et en fait, simplement parce que j'étais très en colère contre un examinateur qui m'a saqué. Et donc, en sortant la colère vis-à-vis de cet examinateur, de cette injustice, en fait, je vais pouvoir lâcher la honte. Alors, c'est à la fois le traitement de la honte et la restauration de l'estime qu'on peut se porter à soi-même. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que la honte peut vraiment, selon l'intensité qu'elle a, peut vraiment atteindre au niveau de l'estime de soi. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'être, et la personne peut vraiment être handicapée. Ça peut même mener à des phobies sociales, en fait. Oui, cela dit, le type qui se répète sans arrêt « je suis un type bien, je suis le meilleur », il faut quand même le soigner aussi, hein. Voilà, ça peut être aussi une défense pour pas sentir quelque chose de souffle. Vous voyez beaucoup de gens honteux venir vers vous? Alors en fait, justement, c'est ça la difficulté, c'est que la personne qui a honte a du mal à en parler. Elle a honte d'avoir honte. Voilà, exactement. J'ai fait popo dans ma culotte, j'étais pas fier. C'est vrai que c'est... À ton âge? Quelles sont les principales hontes qui vous sont soumises? Alors, le plus souvent, c'est la honte liée à une particularité physique. Ah oui. Oui. Une honte qui peut être liée à un milieu le petit zizi, ça, non? C'est quoi, mademoiselle, c'est? Pardon, je n'ai pas entendu. Mais justement, nous non plus, parce que Babi, il a voulu parler, il a voulu être drôle, c'est ça le problème, quoi. Donc, je disais la honte liée à une particularité physique. Voilà, quand on a un trait physique vraiment qui est différent, qui est hors norme. C'est ce que je dis. Aussi, la honte par rapport à son milieu social. Quand on est d'un milieu social soit défavorisé ou qu'on appartient à une minorité ethnique, voilà. Ouais. Et les femmes qui ont été violentées aussi, des femmes qui auraient honte? Il y a la honte et la culpabilité, il y a les deux. Donc là, c'est vraiment toujours la même chose, c'est vraiment la colère que l'on retourne contre soi. Alors nous, on a un problème à vous soumettre, il arrive qu'on dise des grosses cochonneries comme ça et on a un peu honte. Non, c'est pas vrai. Je ne vous crois pas. Non, je crois pas, là, elle a raison. Je demande à Philippe, vous voulez vraiment qu'on soigne? Je sais pas, en tout cas, j'aimerais pouvoir continuer sans avoir honte. Merci Florence Simonet. Question de Madame Toulousian. Au début du XXe siècle, qu'appelait-on la ripopée? C'est ce qui se met dans le café le matin. Non, mais non, pas la chicorée, la ripopée. C'était le petit plus qu'on mettait sur la balance? Non, alors en fait, c'est un mot qui remonte au Moyen-Âge et c'est un usage qui est totalement abandonné aujourd'hui. C'est une fête, une espèce de... Non, on ne peut pas dire que ce soit une fête. Ça a à voir avec le commerce? Non. Dans certains commerces qui n'étaient pas parmi les plus huppés, on trouvait à des prix très bas ce qu'on appelait la ripopée. C'est ce qu'on laissait aux pauvres, vraiment, les restes. C'était les restes, peut-être. C'était les restes. Les restes notamment de vin. Alors, les restes des verres laissés par les clients dans les bistrots. C'est ce qu'ils font encore dans les bistrots. Le nombre de bistrots, ils remettent le vin, le fond de verre dans les bouteilles. Bah tiens, tu rigoles. Dans les pichets, tu veux dire? Tu rigoles, bien sûr. Mais c'est énorme. J'aurais bien demandé à Perroni, mais il n'y a jamais rien dans son verre quand il part. Pour faire du vinaigre, je comprends, tu mets ça dans ta mer, là, tu sais, tu fais ton vinaigre avec les fonds, les fonds de verre et tout, c'est dommage de jeter du vin. Faut la mer. Ils font ça, ils te revendent le vin et le pichet. Bien sûr. Et alors, il y avait ce qu'on appelait les arlequins, c'était les restes de nourriture et des grands restaurants. Ceci dit, la cuisine des restes, c'est délicieux. Toujours dans la BD, j'en ai jamais lu autant, dites donc, il y a la drague.
C'est un grand moment des courses. Ça m'a toujours fasciné, ça. On drague beaucoup dans les supermarchés. Mais oui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas du tout impersonnel. Au contraire, les gens se touchent et se frôlent. Et ouais, ils mettent la main au panier. Ah bah, pas qu'à faire. On drague beaucoup dans les monopes. Ah oui. Qui sont des... Ah oui, qui sont des monoprix. Des petits hypermarchés de célibataires. Ah bon ? Et là, ça drague beaucoup. Et c'est ouvert jusqu'à minuit. Non, je t'assure. Oui, même les célibataires ont des paniers de couleurs pour justement se reconnaître entre eux. Ah bon ? Oui, des magasins a son panier de. Ah, c'est ça alors. Mais pourquoi je fais mes courses dans la journée? Mais oui, mais on te le dit, Marianne, écoute ce qu'on te dit. Mais je vous écoute, je vais changer de couleur de panier, mais oui, je vais faire mes courses à minuit. Mais ton panier est très beau. Mais un très beau panier. Tu tomberas peut-être sur moi, parce que je vais on va avoir du mal à se croiser dans le rayon. Mais vous faites vos courses chez Mammouth, vous? Ah bah tous les deux, ils nous feront des prix de gros. Arrêtez avec ça, on est beau, qu'on en peut plus, ça suffit. Vous êtes enveloppé, ça n'a aucun rapport. Même pas, juste alors la drague, c'est à la fois entre clients, mais ça peut aussi s'adresser au personnel. Hein. Oui, il y a des grandes histoires d'amour qui tentent de percer, mais c'est pas toujours facile. Il y a eu à votre connaissance des couples qui se sont formés entre caissières et clients? J'ai dans mes anciennes collègues, j'en ai deux, oui, qui se sont mariés avec des clients, deux caissières. Ah oui. Normalement, on n'a pas le droit de fricoter avec la clientèle, mais bon. Mais on voit qu'il y a des caissières qui font tout pour. Hein. On voit qu'ils sont très maquillées, très arrangées. Mais c'est pas parce qu'on est caissière qu'on n'a pas le droit d'être sexy. Oui, ça c'est sûr. Donc, tu dis à la fille, je t'emmène en boîte, tu l'emmènes au rayon conserve. Bien là, je vais t'emballer, je t'emmène au rayon sac poubelle, c'est ça. Ouais. Et puis alors, il y a, ça c'est l'expression qui revient tout le temps et qui est plus ou moins justifiée, les bonnes affaires. On est prêt à tout pour faire des bonnes affaires, y compris d'ailleurs à acheter ce qui n'est pas indispensable. Il y a peut-être des caissières qui sont des bonnes affaires. Non, mais elles ne sont pas à vendre, celles-là. Mais oui, les bonnes affaires, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on a en tête de gondole, c'est tout ce qui est censé attirer l'œil et donner envie d'acheter. Malheureusement, je suis pas sûre que vous ayez besoin de 50 paquets de papier toilette ou de 200 boîtes de conserve de maïs parce que vous aimez pas ça, mais parce que c'est pas cher, vous allez les prendre. Ah, comme je supporte pas le maïs, si j'achète 20 boîtes de maïs, je pense que 20 rouleaux de papier, ça sera suffira. pas trop. Si vous confondez les deux, ça risque de vous faire mal quand même. Faites très attention. Alors, cette honte de l'invité d'honneur que vous n'aurez pas à soigner parce que j'imagine qu'elle s'est un peu dissipée. Oui, non, ça va quand même, je m'en suis sortie. En fait, j'ose pas trop la raconter parce que c'est un peu... Enfin, c'est surtout pour mon mari. La réalité des choses, c'est que je suis quelqu'un d'assez bordélique dans la vie et quand il y a personne qui vient à la maison, c'est un peu le bazar. Ceci dit, quand la télé, elle m'appelle et elle me dit « J'aimerais bien passer faire un reportage chez vous, c'est le branle-bas de combat à la maison. » Donc en général, je range le salon. Le salon, il est nickel, on a l'impression que c'est super propre, ça brille de partout, c'est génial. La télé allemande arrive à la maison et c'est vachement froid dans votre salon, mais vous écrivez là? Je dis non, mais j'écris dans mon bureau, mais mon bureau, il est pas praticable, quoi. Parce que je l'ai pas rangé, mais ça, ils sont pas censés le savoir. Elle me dit « Oh bah, je peux voir ?» Non, pas trop. Ouais, si. Elle a été tellement sympa que j'ai fini par accepter. Elle est venue voir. Elle a dit « Oh, mais c'est génial. On voit ici que ça travaille. On voit l'esprit des Français qui sont pas du tout calés comme nous, les Allemands. On va tourner là. » Bêtement, je dis oui. J'emmène mon PC. Déjà, il était tout bancal parce que sur mon bureau, il y avait un gros tas de bordel. Et on tourne là. Et je vois le reportage télé qui paraît 2 jours après. Et je dis à Richard, c'est mon mari, Richard, on voit tes slips à la télé. C'était le linge qui était en train de sécher. Ah. On a vu les slips de Richard. On aurait vu les miens, ça aurait fêté les couleurs. On aurait pu régler la bille. On aurait dit, tiens, il y a un cirque qui est passé par là. Il y a encore le chapiteau. Dernière citation de M. Romain de Nice qui a dit « Ils travaillent jour et nuit, ces Chinois. Jour et nuit !» Alors qu'en France, on dort. Il faut arrêter cette décadence du travail. Edith Cresson. Non, alors c'est une femme qui a un grand sens politique. Quoique la politique ne soit pas vraiment son métier. Ah bon? Carla Bruni. Donc ça serait pas Martine. C'est pas loin. C'est pas loin. Bernadette Chirac. Bernadette Chirac. Bonne réponse de Chevalier et de Maillot. Bernadette Chirac.
Et puis, l'histoire drôle, c'est Amanda qui va la raconter avec beaucoup de tact. Hein, ça en réclame. Ça, il va en falloir, hein, oui, du tact. Parce que, évidemment, on l'a choisi parce que ça se passe dans un supermarché. Donc, c'est une femme qui déambule comme ça. Elle a l'air complètement paumée dans un supermarché. Elle tient dans la main un énorme concombre. Donc, comme elle a l'air perdue, évidemment, elle a l'air de chercher quelque chose. Un chef de rayon la remarque et lui dit Madame, puis-je vous renseigner? Vous cherchez quelque chose? Et alors là, avec son concombre à la main, elle fait oui, la cabine d'essayage, s'il vous plaît. Mais quel Je recevrai prochainement Lynn Karoubi, qui est la patronne des dictionnaires Larousse, Amaury de Haute-Cloque, qui est le patron du fameux RAID, le groupe d'intervention, Gonzague Saint-Brie, le dernier historien de la Malibran, et Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, pour un livre sur les codes secrets. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir de retrouver à la fois pour un livre intitulé Conseil d'amis à la clientèle et pour une BD inspirée par son précédent bouquin, Anna Sam. Bravo, merci, à demain.